Bonjour à tous, chapitre 4, les changements d'état. Je vous ai mis en fond d'écran une belle photo d'iceberg. Vous voyez que vous avez en haut la partie émergée de l'iceberg qui est complètement solide et puis toute l'énorme partie immergée qui est sous l'eau. Bon voilà, c'est thématique pour que vous compreniez qu'on va parler des changements d'état sur ce chapitre-là. Le plan du cours, en premier, on va voir la relation entre la pression et la température des changements d'état et puis comment évolue la température des changements d'état au moment où le changement d'état a lieu. Et en deux, on va voir l'évolution de la masse et du volume lors des changements d'état. Et puis on terminera avec une introduction à la relation qu'il y a entre l'énergie thermique et les changements d'état. Donc pour commencer, on va parler de l'évolution de la température au cours d'un changement d'état. Pour ça, il faut qu'on commence par faire un rappel sur la notion de corps pur. Vous vous rappelez, on avait vu ça au premier chapitre. Je vous rappelle qu'un corps pur, c'est un matériau qui n'est constitué que d'un seul type de composant. Donc par définition, ce n'est pas un mélange. Dès que vous avez quelque chose qui va être considéré comme un mélange, vous pourrez savoir que ça n'est pas un corps pur. Les alliages, par exemple, ce ne sont pas des corps purs. L'eau minérale, vu que vous avez de l'eau et des minéraux, ça n'est pas un corps pur. Pour être sûr que vous avez un corps pur, il faut bien que dans le nom, il y ait marqué pur à côté. Ou alors qu'il n'y ait qu'un seul type de composant. Par exemple, la mine de votre crayon de papier, ça c'est un corps pur, c'est 100% de carbone. Ou du minerai de fer, ça va pas être un corps pur. Ça va être un mélange entre de l'oxygène, du fer, de l'eau, etc., etc. Alors, on l'a vu en travaux pratiques, et si vous regardez cette vidéo avant d'avoir fait les expériences, vous allez juste devoir me faire confiance pendant quelques minutes. Les changements d'état des corps purs se font à température constante. C'est quelque chose qu'on peut mettre facilement en évidence, simplement en suivant la température, et en la notant minute après minute, et en construisant un graphique, pour remarquer qu'au moment où le changement d'état a lieu, la température, elle arrête de bouger, elle est fixe. Alors, si justement on trace ce diagramme, vous avez ici par exemple le diagramme qu'on pourrait tracer quand on regarde l'ébullition de l'eau pure. Donc là, si vous suivez mon curseur, vous avez ici sur l'axe vertical la température en degrés Celsius de l'eau qu'on va mesurer en fonction du temps. Ici, c'est l'axe horizontal qui est gradué en minutes. Vous voyez qu'à 0 minutes, je pars avec une eau qui est à 20 degrés. Et puis je vais mettre cette eau sur un brûleur. Et puis on va voir forcément la température qui va s'élever. Donc à 1 minute, je suis aux alentours de 50 degrés, etc., etc. Et puis là, vous voyez, je vous fais apparaître des tirets au moment où le changement d'état a lieu. À 100 degrés, il y a un changement d'état qui a lieu. On voit apparaître des premières bulles de gaz à l'intérieur de l'eau liquide. C'est le début de l'ébullition de l'eau pure. Donc jusque-là, de 0 à 5 minutes, l'état dans lequel se trouvait l'eau, c'était du liquide. À partir de 5 minutes, et jusqu'à ce que la totalité de l'eau soit évaporée, on va avoir un mélange de liquide et de vapeur. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que pendant qu'il existera à la fois du liquide et de la vapeur, et jusqu'à ce que la totalité du liquide se soit transformée en vapeur, la température du système ne va pas pouvoir évoluer, on restera à 100 degrés et donc on voit un palier de température. Et ça, c'est caractéristique d'un changement d'état pour un corps pur. On peut faire cette même expérience avec la solidification de l'eau pure. Je vous ai fait exactement le même diagramme. Là, vous voyez qu'à 0 minutes, on part avec une eau qui est déjà bien fraîche, qui est à 10 degrés. Et puis, on va simplement faire baisser la température avec un mélange réfrigérant. Et vous voyez que ici, on a encore deux frontières de changement d'état. Ici, à 3 minutes, c'est le démarrage du changement d'état. Et à 6 minutes, c'est la fin du changement d'état. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des états physiques ? Bien, de 0 à 3 minutes, on avait 100% de l'eau qui était liquide et qui était simplement en train de se refroidir. De 3 à 6 minutes, on commence à faire apparaître de la glace. Donc, on a un mélange d'eau liquide et d'eau solide. Et à 6 minutes, en fait, la dernière goutte de liquide vient de se transformer en glace. Et donc, on n'a plus qu'un seul bloc de glace dont on va pouvoir faire diminuer la température. Donc ici encore, vous observez un palier de température qui a duré 4 minutes. Alors, c'est complètement arbitraire, c'est une expérience imaginaire. Mais encore une fois, vous voyez apparaître un palier de température qui correspond au moment où l'eau est en train de changer d'état. Tant qu'elle est en train de changer d'état, la température ne peut pas bouger et elle reste à 0 degré.
Alors, ça me permet d'ailleurs de faire un rappel sur ces températures de changement d'état sur l'eau. Ce sont des choses que vous devez savoir par cœur. À la pression atmosphérique normale, à 1 bar, l'eau pure, elle fond à 0 degrés Celsius et elle bout à 100 degrés Celsius. Maintenant, dès que la pression va changer, ces valeurs, elles vont se décaler. Je vous ai bien précisé que c'était à la pression atmosphérique normale. Mais on peut se mettre dans des conditions particulières, dans des conditions un petit peu extrêmes, où la pression, elle change, on n'est plus à pression atmosphérique normale. Par exemple, si on monte très haut en altitude, par exemple au sommet du Mont Blanc à 4808 mètres, la pression, elle est de 0,7 bar, c'est-à-dire 70% de la pression atmosphérique normale. À cette pression-là, l'eau, elle bout à presque 84 degrés, 83,9 degrés Celsius. Et puis on pourrait se mettre dans des conditions encore plus extrêmes, au sommet du point le plus haut sur Terre, c'est-à-dire au sommet de l'Everest, on aurait de l'eau qui bourrait à 72 degrés Celsius. Et ça, c'est vrai dans ce sens-là, quand on diminue la pression, mais c'est vrai aussi quand on augmente la pression. Si on mesure la pression à l'intérieur d'une cocotte minute, vous savez, c'est cette casserole qui a un couvercle qui permet de fermer de manière bien hermétique, à l'intérieur d'une cocotte minute qui est en train de chauffer, on peut atteindre une pression qui est le double de la pression atmosphérique normale. On obtient une pression de 2 bars. Eh bien, à l'intérieur de cette cocotte minute, l'eau qui bout, elle bout à 120 degrés. Et c'est justement pour ça qu'on utilise les cocottes minutes, parce que quand on fait cuire des aliments à 120 degrés, qui baignent dans cette vapeur et dans ce liquide à 120 degrés, ils cuisent beaucoup plus vite. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, masse et volume lors des changements d'état. Donc, une première chose, c'est que lors des changements d'état, la masse, elle va se conserver. Ça, vous pouvez le retenir avec une imagination simple, avec une expérience imaginaire simple. Si vous prenez un glaçon qui est en train de fondre dans un verre d'eau, comme sur l'image ici, au fur et à mesure que le glaçon va fondre, vous allez avoir des petites gouttes d'eau qui vont se mélanger à l'eau qui était déjà présente dans le verre. Et chaque goutte d'eau obtenue lors de la fusion, elle va rester dans le verre. Donc par cette opération, par la fusion, il n'y a pas une seule goutte, il n'y a pas un seul milligramme d'eau qui a été perdu. D'accord ? Toute l'eau qui était contenue dans le glaçon solide se retrouve à l'état liquide, mais on n'a absolument perdu aucune partie de cette eau-là. Donc, nécessairement, la masse d'eau est restée la même tout au long du changement d'état. Donc ça, c'est une première chose, c'est un premier résultat. Lors des changements d'état, la masse, elle reste toujours la même, elle se conserve. Par contre, si on regarde ce qui se passe au niveau du volume, là, c'est quelque chose de complètement différent. Encore une fois, on va faire une expérience imaginaire, on va prendre une casserole d'eau qui est en train de bouillir, comme sur l'image que vous avez ici. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'ébullition ? Au moment de l'ébullition, chaque goutte d'eau, elle va commencer à se transformer en vapeur. Et vous savez, parce qu'on l'a déjà vu dans le premier chapitre, qu'une des propriétés des gaz, c'est d'être compressible. On avait vu que les gaz, ils prennent beaucoup plus de place. Ils prennent toute la place qu'on leur laisse. Donc imaginez-vous, mettez-vous à la place d'une goutte d'eau qui est en train de se transformer en vapeur. Elle va tout d'un coup prendre beaucoup plus de place. Donc ça, c'est une expérience qui vous permet de savoir que lorsque on fait un changement d'état, le volume du matériau, et là c'était de l'eau, le volume d'eau, il va varier très fortement. Même si la quantité d'eau, elle reste la même. Vous prenez une goutte d'eau que vous transformez à 100% en vapeur, vous n'avez pas perdu d'eau, vous n'avez pas gagné d'eau, simplement vous lui avez fait prendre plus de place. Donc, deuxième grand résultat, le volume, lors des changements d'état, lui, il va avoir tendance à varier beaucoup. Et enfin, on va on va commencer à discuter de la relation entre changement d'état et énergie thermique et transfert d'énergie thermique. Une chose que vous savez déjà, c'est que les changements d'état, ça se fait en modifiant la température des systèmes qu'on est en train d'étudier. Alors, ça va nous amener déjà à devoir définir ce que c'est que l'énergie thermique d'un système. Pour l'instant, je vais juste vous dire que l'énergie thermique d'un système, c'est quelque chose qui est directement lié à sa température. De manière simple, si on augmente la température d'un matériau, on doit lui apporter de l'énergie thermique. À l'inverse, si on veut refroidir un matériau, ça veut dire qu'on doit lui retirer de l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est cette forme d'énergie qui est présente sous forme de température dans les matériaux.
D'accord? Donc à chaque fois que je fais varier l'énergie thermique d'un système, je vais jouer sur la température. Je vais jouer sur la température de la chose qui est en train de la transformer ou sur la température du système qui est en train de se transformer. Alors, pour faire fondre un matériau, ça vous le savez déjà, ou même pour le faire bouillir, on doit lui apporter de l'énergie thermique, vu que ce qu'on veut, c'est faire augmenter sa température. À l'inverse, pour liquéfier ou pour solidifier un matériau, il faut lui retirer de l'énergie thermique. Ça vous permet de conclure que les changements d'état correspondent systématiquement à des transferts d'énergie thermique. Un matériau qui va être en train de fondre ou qui va être en train de bouillir, c'est un matériau qui est en train d'absorber de l'énergie. Il est en train d'absorber toute l'énergie que va lui donner par exemple un brûleur, par exemple une plaque, une gazinière, etc. Il consomme cette énergie, il absorbe cette énergie et il la transforme à l'intérieur pour lui-même changer son état. À l'inverse, si vous prenez de l'eau qui est en train de se solidifier, on est en train de lui retirer de l'énergie thermique. Cette énergie thermique, elle vient pas de nulle part, c'est le système qui est en train de la libérer. Donc un système qui est en train de se liquéfier ou de se solidifier, c'est un matériau qui est en train de libérer de l'énergie thermique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit pour les exercices ou pour les expériences. À la prochaine fois.